Une femme de 31 ans a cherché la solitude lors d'une randonnée de plusieurs jours en solitaire dans le Colorado, mais a finalement disparu dans la nature. Après des recherches intensives restées vaines, sa trace a disparu pendant 2 ans, laissant la question de savoir comment une femme aussi expérimentée a pu disparaître. La première réponse est venue de la découverte de son équipement dégradé. Une carte mémoire, dissimulée dans sa chaussure, prouvait qu'elle avait laissé un ultime message désespéré. La réunion d'information obligatoire pour le personnel de commandement nouvellement promu du département de police de Denver commença à 8 heures précises le 14 septembre 2015. La salle était marquée par une ponctualité rigoureuse et une lourde charge d'attente, alors que des agents occupaient des postes à responsabilité accrue et à la surveillance intense. Lorsque le nom d'agent s'effondra. Lors de l'appel, le silence fut total. Dans le monde structuré des forces de l'ordre, manquer le premier jour d'une mission de commandement n'était pas seulement un manque de professionnalisme. C'était une anomalie flagrante. Piper Crumb-Vida, 31 ans, était connu dans tout le département pour sa méticulosité, sa précision tactique et sa fiabilité à toute épreuve. Cette promotion fut une réussite majeure, l'aboutissement d'années de service dévoué. Son absence fut immédiatement alarmante. Les premières tentatives pour la joindre échouèrent. Les appels aboutirent directement sur une boîte vocale déjà pleine, suggérant que son téléphone était éteint ou hors service depuis un certain temps. L'inquiétude s'aggrava rapidement. Les responsables du ministère contactèrent ses parents, Jerick et Emena Crumb-Vida. Les informations qu'ils fournirent transférèrent l'inquiétude d'un rendez-vous manqué à une crise potentielle dans les Hautes-Terres. Ils expliquèrent que Piper avait pris un congé autorisé juste avant la prise d'effet de sa promotion. Consciente des exigences de son poste à venir, elle avait recherché une période de décompression, une remise à zéro nécessaire avant que les pressions du commandement ne l'accaparent. Sa méthode était ambitieuse et caractéristique, une randonnée de plusieurs jours en solitaire au cœur des étendues accidentées du Parc national des Rocheuses, RMNP. Ce voyage devait lui permettre de se changer les idées, de s'immerger dans la nature sauvage de haute altitude qu'elle aimait tant. Le problème était de taille, elle devait terminer sa randonnée 2 jours plus tôt, le 12 septembre. Au matin du 14, elle était très en retard et ses parents étaient sans nouvelles depuis le début de la randonnée. Jerick et Emena étaient déjà aux prises avec une panique grandissante. Ils connaissaient les capacités de leur fille. Piper était non seulement une randonneuse expérimentée, à l'aise sur le terrain exigeant du Colorado, mais elle était aussi une policière expérimentée. Elle comprenait l'évaluation des risques, l'orientation et la survie en milieu sauvage mieux que quiconque. Sa disparition sans laisser de traces suggérait quelque chose de bien plus grave qu'une simple perte de piste ou une blessure mineure. Si Piper avait disparu, un facteur extérieur était intervenu. Le 14 septembre à midi, Piper Crumb-Vida était officiellement déclaré disparu. L'urgence était palpable. Il ne s'agissait pas d'un cas typique de touriste perdu. C'était un cas unique. L'enquête a débuté au dernier emplacement physique connu. Les gardes forestiers ont rapidement localisé le véhicule de Piper, garé en toute sécurité au point de départ du sentier indiqué sur le permis d'arrière-pays qu'elle avait déposé. La voiture était verrouillée et imperturbable, sans laisser d'indice immédiat. Elle était silencieuse, marquant clairement le point de départ de son voyage. Les montagnes environnantes se dressaient au-dessus de sa tête, indifférentes au drame humain qui se déroulait en contrebas. Les enquêteurs ont établi la chronologie à partir du dernier contact confirmé. Il s'agissait d'un bref SMS envoyé à sa mère 5 jours plus tôt, le matin du 9 septembre, depuis les environs de l'entrée du parc. Il confirmait qu'elle commençait son ascension comme prévu et que le réseau cellulaire serait bientôt inexistant. Après ce message, la trace numérique s'est effacée. Piper Crumb-Vida avait chargé son lourd sac à dos bleu et son matelas de couchage en mousse verte et s'était aventuré dans l'immensité des Rocheuses, semblant se dissoudre dans l'air raréfié des montagnes. La mobilisation suite à la disparition de Piper Crumb-Vida a été immédiate et massive. Le parc national des Rocheuses est un paysage époustouflant qui s'étend sur plus de 1060 km² et qui compte parmi les terrains de haute altitude les plus accidentés des États-Unis. C'est un lieu peuplé de sommets imposants, de vallées profondes et ombragées,
et où les conditions météorologiques peuvent passer de bénignes à mortelles en quelques heures. Rechercher un seul individu dans un tel environnement est une entreprise colossale, une course contre la montre et les éléments. La stratégie initiale se concentrait strictement sur l'itinéraire que Piper avait soumis au service du parc. Il s'agissait d'une boucle exigeante de plusieurs jours, traversant des cols connus et des zones de camping établies. Au matin du 15 septembre, le parc était submergé de personnel. Les gardes forestiers, les équipes spécialisées de recherche et sauvetage, les bénévoles et les agents de la police de Denver se sont rassemblés pour établir un poste de commandement près du départ du sentier. L'atmosphère était d'une intensité intense, l'air chargé du vrombissement des rotors d'hélicoptères et du crépitement des communications radio. Les recherches aériennes étaient incessantes. Les pilotes naviguaient dans des courants de vent dangereux, effectuant des recherches quadrillées à basse altitude, scrutant les vastes étendues de toundra alpine et les forêts denses en contrebas. Ils guettaient le moindre signe de perturbation, la moindre lueur de couleur anormale pouvant indiquer la présence d'un campement ou d'un équipement abandonné. Au sol, des équipes de chiens étaient déployées, tentant de repérer toute trace olfactive avant que les éléments ne l'effacent. Les secouristes ont repoussé leurs limites physiques, luttant contre les effets de l'altitude et le poids émotionnel de la recherche d'un collègue policier. Ils savaient que si Piper était immobilisée, elle serait entraînée à signaler les secours, à préserver ses ressources et à se rendre visible. Pourtant, jour après jour, les équipes revenaient épuisées et bredouilles. Jerick et le député Crum arrivèrent au poste de commandement, le visage marqué par l'anxiété. Ils fournirent aux enquêteurs des listes exhaustives de l'équipement de Piper, allant de la couleur de ses gourdes à la marque de ses chaussures de randonnée. Ils décrivirent ses habitudes de randonnée, sa préparation méticuleuse et sa nature prudente. Ils s'accrochaient à l'espoir que ses compétences et son expérience la maintiendraient en vie jusqu'à l'arrivée des secours. Simultanément, les enquêteurs de Denver ont entamé l'enquête de routine, mais nécessaire. Ils ont examiné la vie de Piper, à la recherche de facteurs de stress ou de conflits cachés pouvant expliquer sa disparition. Ils ont examiné ses dossiers récents, à la recherche de suspects mécontents susceptibles d'avoir cherché à se venger. Ils ont examiné ses finances, ses communications et ses relations personnelles. Les résultats ont tous été négatifs. Piper semblait en bonne santé, sans activité inhabituelle, sans difficultés financières ni conflits personnels. L'enquête a confirmé ce que tout le monde soupçonnait, la réponse se trouvait quelque part dans les montagnes. Les jours s'étirèrent jusqu'à devenir une semaine. La saturation initiale de son itinéraire prévu ne donna rien. Pas d'équipement abandonné, aucun signe de campement perturbé, aucun signe qu'elle ait même dépassé la première journée d'ascension. C'était déconcertant. Comment une randonneuse aussi expérimentée avait-elle pu disparaître sans laisser de traces sur un réseau de sentiers balisés? La nature sauvage demeurait obstinément silencieuse. C'est durant cette période de stagnation que les enquêteurs ont découvert un détail inhabituel qui a radicalement modifié l'orientation des recherches. En examinant les dossiers financiers et les achats locaux de Piper, les enquêteurs ont trouvé un formulaire de réquisition d'un magasin spécialisé dans l'alpinisme à Boulder. Daté de 3 semaines avant son voyage, le formulaire détaillait une demande de matériel technique d'escalade sur glace haut de gamme. Crampons, piolets, cordes et ancrages spécialisés, conçus pour les déplacements sur glacier. Cet équipement dépassait largement le nécessaire pour la randonnée qu'elle avait prévue. Plus important encore, la demande avait été annulée par Piper elle-même 2 jours seulement après sa soumission. Cette découverte a fait naître une nouvelle théorie alarmante. Piper avait-elle planifié un détour secret et non autorisé? L'itinéraire enregistré était-il un leurre? Les enquêteurs savaient que Piper était ambitieuse et cherchait constamment à repousser ses limites physiques. La demande annulée suggérait qu'elle envisageait une ascension très technique, peut-être dans l'un des champs de glace isolés et périlleux du parc. C'était un récit captivant. Un officier expérimenté en quête d'un ultime défi extrême avant de s'installer dans une promotion exigeante aurait pu décider spontanément de tenter une ascension difficile, même après avoir annulé la location de son matériel. Si elle était tombée ou s'était retrouvée coincée dans l'une de ces zones glaciaires de haute altitude, les chances de la retrouver étaient minces.
Le terrain était impitoyable, les conditions extrêmes. Cette piste semblait tangible, un indice comportemental qui semblait correspondre à la personnalité de Piper. Les autorités prirent la décision difficile de consacrer des ressources importantes à cette nouvelle possibilité. L'opération passa d'une simple recherche en milieu sauvage à une mission de sauvetage technique à haut risque. Des équipes alpines spécialisées, formées au déplacement sur glaciers et au sauvetage dans les creux de glaciers, ont été déployées dans des zones spécifiques liées aux recherches, situées à proximité des documents de demande. Ces zones étaient isolées, loin de tout sentier établi, caractérisées par une glace instable et une menace constante d'avalanche. Les recherches dans les champs de glace étaient éprouvantes et dangereuses. L'environnement était austère, un monde d'un blanc aveuglant et d'un gris profond et ombragé. Seul le rugissement du vent et le craquement des crampons sur la glace trouaient le silence. Des hélicoptères naviguaient dans des courants descendants dangereux pour déposer les équipes sur les glaciers. Les pilotes effectuaient des manœuvres qui repoussaient les limites de leurs appareils, planant dangereusement près des parois glacées pour permettre aux observateurs de scruter le moindre signe de couleur dans ce paysage monochrome. Sur la glace, les équipes se déplaçaient méthodiquement, encordées, la tension visible dans leurs mouvements. À l'aide de longues perches, elles sondaient le manteau neigeux à la recherche de plis cachés, de gouffres béants dans la glace où une chute serait fatale. Elles utilisaient des appareils d'écoute spécialisés, espérant détecter tout son sous-jacent. Ils cherchèrent pendant des jours, luttant contre le mal des montagnes, la déshydratation et les conséquences psychologiques d'un environnement aussi hostile. Chaque forme sombre sur la glace, chaque ombre dans un pli laissait présager une découverte, mais une inspection plus approfondie les éliminait. Les risques pris par les équipes à SAR étaient considérables. L'opération était périlleuse. Lors d'une ascension particulièrement éprouvante, une avalanche localisée a été déclenchée par la glace mouvante. Le grondement de la neige et des débris en cascade résonnait dans la vallée. L'avalanche a manqué de peu une équipe de secours. La prise de conscience de la quasi-catastrophe a souligné l'extrême dangerosité de l'environnement. Lors d'un autre incident, un hélicoptère effectuant un ratissage à basse altitude a été soudainement confronté à un voile blanc, forçant le pilote à effectuer un atterrissage d'urgence sur une crête étroite. L'appareil, secoué par des vents violents, a immobilisé l'équipage pendant plusieurs heures, jusqu'à ce qu'il soit à nouveau en panne. Le temps s'est éclairci. Pourtant, malgré les efforts intensifs et les dangers considérables encourus, les champs de glace n'ont rien révélé. Aucune trace de comète. La théorie, bien que convaincante, n'en est restée une théorie. Les recherches techniques ont finalement été réduites. La réquisition, bien qu'intrigante, semblait être une impasse, un plan abandonné qui avait coûté à l'enquête un temps et des ressources précieux. Durant cette intense concentration sur les régions de haute altitude, le démarchage de routine auprès des commerces locaux et des départs de sentiers s'est poursuivi, mais avec une priorité moindre. C'est durant cette phase qu'un oubli crucial a été commis. Les enquêteurs ont brièvement envisagé le High Alpine Lodge, un établissement saisonnier isolé, situé légèrement à l'écart des sentiers principaux. Cependant, comme il ne se trouvait pas sur l'itinéraire prévu par Piper et semblait constituer un détour improbable pour un randonneur solitaire concentré sur ses objectifs. En raison de la distance parcourue, ils ont écarté toute possibilité de visite. Personne n'a été dépêché pour interroger le personnel. Il s'agissait d'une décision apparemment mineure, prise dans le feu d'une opération de grande envergure, mais elle signifiait qu'une source potentielle d'informations cruciales restait inexploitée. À la fin du mois de septembre, le temps dans les Rocheuses a commencé à changer. Les premières fortes chutes de neige recouvrirent les sommets et les températures s'effondrèrent. La fenêtre pour des recherches actives se fermait rapidement. Sans aucune piste concrète et le terrain devenant de plus en plus hostile, l'opération de recherche massive fut réduite. Le centre de commandement fut démantelé et les volontaires renvoyés chez eux. Pour Jerick et Macrumd, le silence était insupportable. Passer des recherches actives à la recherche d'une personne disparue a été perçu comme un aveu d'échec. Ils refusaient d'accepter la disparition pure et simple de leur fille. Tout au long de l'hiver 2015 et jusqu'au dégel printanier 2016, ils ont organisé des recherches privées.
Ils ont canalisé leur chagrin en action, engageant des équipes spécialisées et continuant à sillonner le parc dès que les conditions le permettaient. Ils parcoururent les sentiers, l'appelant par son nom, poussés par un espoir désespéré. Mais les montagnes restèrent silencieuses. Une année passa et la disparition de l'agent Piper Crumboyd demeura un mystère total et déconcertant. Juillet 2017. Les hautes terres du parc national des Rocheuses étaient en plein été. Les alpages étaient parsemés de fleurs sauvages, les sommets encore couverts des derniers vestiges du manteau neigeux hivernal. Près de 2 ans s'étaient écoulés depuis la disparition de l'agent Piper Crumboyd. L'affaire était tombée en désuétude, l'urgence initiale ayant fait place à une douleur sourde et persistante, celle de questions sans réponse. Pour les enquêteurs, le dossier restait ouvert, un mystère caractérisé par une absence totale de preuves. Pour Jéric et Emen Akrimbed, c'était un deuil perpétuel, une vie suspendue au moment de la disparition de leur fille. Helen Wilder ne pensait pas aux personnes disparues. Il était biologiste de terrain employé par l'Institut d'études géologiques des États-Unis, chargé de la sombre tâche de documenter la propagation des infestations de coléoptères dans les forêts du parc. Les scolytes décimaient les pins, laissant derrière eux des étendues d'arbres gris morts, témoignage fantomatique des changements écologiques qui balayaient la région. Son travail était méticuleux et solitaire, le conduisant souvent dans des zones denses et moins fréquentées du parc, loin des panoramas pittoresques fréquentés par les touristes. Il se déplaçait dans la nature sauvage avec une aisance éprouvée. Son attention se concentrait sur les détails de l'écosystème forestier. L'après-midi du 21 juillet, Hélène travaillait dans une zone accidentée caractérisée par des pentes abruptes et un sous-bois dense. Il se déplaçait lentement, son attention fixée sur l'écorce des arbres, enregistrant des données sur sa tablette. L'air était calme et chaud, chargé du parfum des pins et de la terre humide. Seul le bourdonnement des insectes et le cri occasionnel d'un faucon tournoyant au-dessus de sa tête troublaient le silence de la forêt. Il se trouvait à plusieurs kilomètres du sentier le plus proche, plongé dans la solitude de la nature sauvage. C'était la fin de l'après-midi lorsqu'Hélène se fraya un chemin à travers un enchevêtrement particulièrement dense d'arbres tombés, conséquence d'une tempête passée. La zone était un cimetière de pins tordus, dont les branches squelettiques formaient une barrière quasi impénétrable. Il fut contraint d'escalader les troncs massifs, manœuvrant à travers les arbres morts, l'effort mettant à rude épreuve même ses muscles aguerris. Alors qu'il escaladait un grand arbre déraciné, un éclair de couleur surnaturelle attira son regard, partiellement dissimulé sous un couvert de branches mortes. C'était un tissu synthétique bleu-gris, contrastant fortement avec les bruns et les verts organiques du sol forestier. Il était partiellement enfoui sous une couche d'aiguilles de pin et de terre enfouies profondément dans les branches. Sa première réaction fut l'irritation. Malgré la réglementation stricte du parc, les détritus restaient un problème persistant, même dans ces zones reculées. Il supposa qu'il s'agissait d'un autre exemple de négligence. Du matériel coûteux abandonné par des campeurs irresponsables qui ne respectaient pas l'éthique de la vie en pleine nature. Marmonnant à voix basse sur ce manque de respect pour l'environnement vierge, il s'approcha de l'objet, avec l'intention de le récupérer et de le ranger. C'était une petite tente de type dôme, mais elle était dans un état de délabrement avancé. Le tissu était déchiré et taché de taches sombres de moisissure et de saleté. Plusieurs trous étaient percés, le tissu raide et nauséabond. Il ne semblait pas avoir été installé pour camper. On aurait plutôt dit qu'il avait été emporté là par le vent, s'immobilisant contre les arbres tombés, où il était resté caché pendant un bon moment. La scène paraissait désolée, abandonnée, témoignage silencieux du passage inexorable du temps. Hélène entreprit de nettoyer le désordre. Il tira la toile de la tente, avec l'intention de l'emballer. L'odeur de moisi et de pourriture était forte. Ce faisant, plusieurs objets se déversèrent des plis de la toile, des vêtements abîmés, une veste polaire, un pantalon de randonnée, une paire de chaussettes et une paire de chaussures de randonnée trouvées près de la tente. La vue des effets personnels changea sa perspective. Cela ne ressemblait pas à un déchet touristique classique. Les vêtements étaient très sales et abîmés par l'exposition aux éléments. Les chaussures étaient usées et couvertes de boue. Puis il trouva un portefeuille trempé, glissé dans la poche de sa veste polaire.
Il s'agenouilla, le malaise grandissant. Il ouvrit le portefeuille avec précaution, le cuir visqueux au toucher, menaçant de se désintégrer entre ses mains. À l'intérieur, protégé par une pochette en plastique, mais encore gravement endommagée, se trouvaient plusieurs documents américains, dont une carte d'identité. Cette prise de conscience le frappa violemment. Il regarda la photo de la pièce d'identité, mais l'image était abîmée. Les dégâts des eaux et la moisissure avaient obscurci le visage, le rendant méconnaissable, comme un fantôme flou. Mais la présence de documents officiels, d'un portefeuille, d'objets dont personne ne se débarrasserait intentionnellement, était alarmante. Ce n'était pas des détritus. C'était quelque chose de grave. Il comprit qu'il se trouvait sur une scène de crime potentiel. Oubliant son irritation, Hélène sortit rapidement son téléphone satellite de son sac. Les mains légèrement tremblantes, il l'alluma et attendit un signal. D'une voix étranglée par l'urgence, il appela le service des gardes forestiers pour signaler la découverte d'équipements et de documents personnels abandonnés dans un coin reculé du parc. Il a fourni ses coordonnées GPS exactes et une description détaillée de la découverte. Les gardes forestiers sont arrivés sur les lieux quelques heures plus tard, suivis de près par les enquêteurs du bureau du shérif local et de l'unité des crimes en milieu sauvage du FBI. La zone a été immédiatement sécurisée, le périmètre établi et l'enquête médico-légale a débuté. La découverte des documents a transformé la situation en une simple affaire de biens abandonnés. Les objets ont été méticuleusement photographiés in situ, chaque détail documenté avant d'être soigneusement collecté et transporté vers un laboratoire médico-légal spécialisé à Denver. L'atmosphère au laboratoire était tendue. La découverte de preuves potentielles dans une longue et mystérieuse affaire de disparition a suscité un mélange d'espoir et d'appréhension. Au laboratoire, le catalogage des preuves a immédiatement commencé. L'air de la salle d'examen était stérile, contrastant fortement avec la décomposition organique du lieu de la découverte. Chaque objet a été examiné sous une lumière vive, à la recherche de toute trace de preuve. Les documents dégradés ont été traités en priorité et envoyés à un spécialiste pour des tentatives de restauration. Un technicien médico-légal chargé d'examiner les vêtements et les chaussures a récupéré l'une des chaussures de randonnée. Il s'agissait d'une chaussure basse, principalement beige ou beige clair, avec des touches de rose délavé ou de saumon sur les côtés et la languette. Les lacets étaient d'un rose délavé assorti et étaient lâchement noués. La chaussure était fortement souillée, poussiéreuse et sale, et présentait une usure importante. Dans le cadre de la procédure d'identification standard, le technicien devait déterminer la pointure de la chaussure. Cette information, combinée aux documents, pouvait aider à identifier le propriétaire. Le technicien retourna la chaussure et la tapota doucement pour déloger toute trace de saleté. Ils cherchèrent ensuite à l'intérieur, cherchant l'étiquette de taille sur la languette ou la doublure. Alors que leurs doigts gantés fouillaient l'intérieur, ils rencontrèrent une résistance inattendue. Un objet dur était logé sous la semelle intérieure, profondément enfoncé dans le creux du talon. Le technicien marqua une pause, les sourcils froncés. Cela semblait trop rigide pour faire partie de la structure de la chaussure, trop délibéré pour être un débris accidentel. Ils retirèrent soigneusement la semelle intérieure usée. En dessous, intentionnellement dissimulé, se trouvait un petit objet rectangulaire. Le technicien en retint le souffle. Ils le reconnurent immédiatement. Le silence retomba dans la pièce tandis qu'ils extrayaient l'objet avec précaution à l'aide d'une pince. Il s'agissait d'une carte mémoire SD noire. Cette découverte a électrisé le laboratoire. Le technicien a brandi la carte, la saisissant délicatement entre le pouce et l'index de sa main gantée. Les connecteurs dorés étaient visibles, ternis par la corrosion, mais le boîtier semblait intact. Sur une scène de crime potentiel, une carte mémoire cachée était une découverte capitale. Cela impliquait une intention, une décision consciente de préserver l'information. La prise de conscience s'imposa. Quelqu'un avait caché cette carte, espérant qu'elle finirait par être retrouvée. Les implications étaient stupéfiantes. Après 2 ans de silence, les montagnes avaient enfin livré un indice. Une voix potentielle du passé,
contenu dans un minuscule morceau de plastique dissimulé dans une chaussure de randonnée sale. Le silence de 2 ans a été brutalement rompu. La découverte de la carte SD a instantanément changé le cours de l'enquête. Mais avant même que la carte ne puisse être analysée, les autres éléments retrouvés sur les lieux ont permis une première avancée majeure dans l'affaire. L'équipe spécialisée travaillant sur les documents dégradés a réussi à récupérer suffisamment d'informations fragmentaires, un nom partiel et une date de naissance, sur la carte d'identité imbibée d'eau, pour les recouper avec les dossiers de personnes disparues en cours. Simultanément, les détails de le matériel, la marque de la tente, le modèle des chaussures de randonnée et le type de vêtements ont été comparés aux listes exhaustives fournies par Gerick et mRNA-Crum dans 2015. La correspondance était sans équivoque, le matériel abandonné appartenait à Piper Crimbed. Cette confirmation a suscité une vague d'émotions complexes. Pour la famille Crimbed, ce fut la confirmation accablante que Piper avait probablement connu une fin tragique dans la nature. Pourtant, c'était aussi le premier lien tangible avec leur fille depuis 2 ans. Cela mit fin à l'angoissante incertitude, la remplaçant par la dure réalité de la perte. Pour les enquêteurs, cela valida leurs efforts et ajouta une dimension profonde à la découverte. L'enquête s'est déplacée d'une affaire de disparition à une enquête pour homicide potentiel. L'attention s'est immédiatement portée sur la carte SD. Le contexte de la découverte était crucial. Piper Crimbed n'était pas une simple randonneuse. C'était une policière de formation. Elle comprenait la préservation des preuves, la chaîne de possession et l'importance de la documentation. Le fait que la carte SD ait été intentionnellement dissimulée dans sa chaussure, sous la semelle intérieure, était profondément significatif. Il s'agissait d'un acte délibéré, d'une décision calculée prise sous une contrainte extrême. Les enquêteurs étaient certains que la carte contenait des preuves cruciales, peut-être des images d'une victime, un enregistrement vidéo des événements ayant conduit à sa disparition, ou un message final détaillant les événements. Ils ont émis l'hypothèse que Piper, anticipant son sort, avait caché la carte pour préserver les informations, choisissant un endroit peu susceptible d'être dérangé, mais qui serait certainement examiné si son équipement était retrouvé. C'était un témoignage de son entraînement et de sa résilience, un ultime acte de défiance. La carte SD représentait la preuve la plus importante de l'affaire. Elle avait le potentiel de résoudre le mystère de la disparition de Piper Crimbed. La carte fut envoyée d'urgence au laboratoire spécialisé de criminalistique numérique du bureau d'enquête du Colorado, prioritaire sur tous les autres dossiers. L'impatience était palpable. Les réponses semblaient à portée de main. Au laboratoire, l'ambiance était électrique. L'équipe d'experts en criminalistique numérique a compris l'enjeu. Ils ont immédiatement lancé l'extraction des données, mais les premières tentatives ont été un échec immédiat. La carte, bien qu'abritée dans la chaussure, avait été exposée aux éléments pendant 2 ans. Les fluctuations constantes de température, le froid glacial des hivers des Rocheuses et la chaleur des étés, combinées à l'humidité qui s'était infiltrée dans la chaussure, avaient gravement dégradé les composants internes. La carte était physiquement intacte, mais les données y étaient stockées. Le contenu des micropuces était gravement corrompu. Les circuits internes étaient endommagés, les secteurs mémoire dégradés. Les premières tentatives de lecture échouèrent. Le logiciel spécialisé conçu pour récupérer les données supprimées ou endommagées ne parvenait pas à reconnaître la structure du fichier. La carte était inerte, sans réponse. Les données semblaient irrécupérables. Le revers fut cuisant. La prise de conscience que leur seule piste significative, la voix potentielle de la victime, pourrait s'avérer inutile, a anéanti les enquêteurs. L'espoir suscité par la découverte de la carte s'est estompé, remplacé par un sentiment de frustration familier. La famille Crimbed a été informée de la situation, ajoutant une nouvelle angoisse à ses longues souffrances. Ils étaient si près d'obtenir des réponses, mais la cruelle indifférence du temps et des éléments les leur a arrachés. Mais l'équipe du laboratoire a refusé d'abandonner. Elle a intensifié ses efforts de récupération, employant des techniques avancées rarement utilisées en dehors des affaires de sécurité nationale de haut niveau. Ils ont tenté de contourner la puce du contrôleur corrompu,
dans l'espoir de lire les données directement depuis les modules mémoire. Cela a nécessité un processus appelé puce orphorensique, qui consiste à retirer physiquement les puces mémoire du circuit imprimé et à les placer dans un lecteur spécialisé. L'opération était délicate et risquée. Les composants internes de la carte SD étaient microscopiques, nécessitant un équipement spécialisé et une main experte. Les techniciens ont travaillé sous fort grossissement, nettoyant méticuleusement les circuits internes et tentant de micro-souder délicatement les connexions endommagées. L'équipe a travaillé 24 heures sur 24, portée par l'adrénaline et le poids de l'attente. L'équipement spécialisé ronronnait en permanence, bande sonore des efforts fastidieux pour reconstruire une vie numérique au bord de l'oubli. Un moment critique s'est produit lors d'une tentative avancée de séchage des micro-composants internes de la carte à l'aide d'un procédé de chauffage spécialisé. Cette procédure était conçue pour éliminer toute humidité résiduelle susceptible d'interférer avec les signaux électriques. Mais l'état dégradé de la carte la rendait imprévisible. Les composants internes étaient fragiles, les tolérances microscopiques. Les techniciens surveillaient le processus de près, la tension dans la pièce étant palpable. Alors que la température augmentait, une soudaine surtension électrique se produisit. Un court-circuit localisé se produisit dans les microscopiques circuits de la puce. Des alarmes retentirent sur les équipements de surveillance. Un léger filet de fumée s'échappa du lecteur spécialisé. Une odeur âcre de plastique brûlé emplissait l'air stérile. L'équipe réagit instantanément, coupant le courant et interrompant la procédure. Cette erreur quasi fatale faillit détruire entièrement l'épreuve. Quelques millisecondes de plus et les modules de mémoire interne auraient grillé, effaçant définitivement les données. La prise de conscience d'avoir été si près de tout perdre soulignait la fragilité des preuves. L'air du laboratoire était chargé d'une odeur d'ozone et du poids de la catastrophe imminente. L'équipe fut contrainte d'accepter la possibilité dévastatrice que les données soient irrécupérables. L'équipe marqua une pause, réévaluant son approche. Les méthodes de récupération agressives s'étaient révélées trop risquées. Ils adoptèrent une stratégie plus lente et plus méticuleuse, tentant de reconstruire les données petit à petit, un processus qui pouvait prendre des semaines, voire des mois, sans garantie de succès. Ils travaillaient contre la montre, conscients que chaque nouvelle donnée risquait de se perdre. Ce moment a accru le risque de dégradation supplémentaire. En attendant les résultats complémentaires du laboratoire, les enquêteurs ont recentré leur attention sur le lieu de la découverte. L'emplacement de la tente et du matériel a soulevé de nouvelles questions. Pourquoi le matériel a-t-il été retrouvé dispersé et abandonné plutôt que sur un site de campement établi? Si Piper avait été blessé ou handicapé, pourquoi n'y avait-il aucune trace de ses restes à proximité du matériel? La dynamique du site était confuse, suggérant un récit de lutte et de désespoir. Des recherches minutieuses ont été menées aux alentours du site de la découverte. Des équipes spécialisées, dont des chiens détecteurs de cadavres, entraînés à détecter les odeurs de décomposition humaine, même après des années d'exposition, ont ratissé la forêt dense. Ils ont ratissé les pentes rocheuses et les ruisseaux avoisinants, à la recherche de restes humains ou de l'appareil photo manquant, susceptible de correspondre à la carte SD. Le terrain était difficile, les broussailles denses. Les recherches se sont étendues vers l'extérieur, en cercles concentriques, couvrant plusieurs kilomètres carrés de nature sauvage et accidentée. Ils ont utilisé un radar à pénétration de sol et des drones aériens équipés de caméras haute résolution pour scruter la zone, à la recherche d'une anomalie pouvant indiquer une fosse clandestine. Mais ils n'ont rien trouvé de concluant. Pas de reste, pas d'appareil photo, aucun indice supplémentaire pouvant expliquer les circonstances de la disparition de Piper. Le mystère s'épaississait. La découverte du matériel avait confirmé la présence de Piper dans le parc, mais les circonstances entourant la tente abandonnée et la carte SD cachée demeuraient terriblement floues. L'enquête piétinait à nouveau, attendant une avancée décisive du laboratoire de criminalistique numérique, espérant que la carte SD endommagée contenait encore les réponses qu'ils cherchaient désespérément. Le silence de la nature sauvage semblait se moquer de leurs efforts, masquant la vérité. Sous un voile d'indifférence, les semaines se sont transformées en un mois,
tandis que le laboratoire d'investigation numérique poursuivait le laborieux processus de récupération des données. Le travail était d'une lenteur angoissante, une reconstruction microscopique d'informations numériques fragmentées. Les enquêteurs attendaient, l'affaire suspendue dans un état d'incertitude, entièrement dépendante du succès ou de l'échec de l'équipe du laboratoire. L'équipement spécialisé ronronnait en permanence, témoignant du travail fastidieux de reconstruction d'une vie numérique au bord de l'oubli. Les techniciens travaillaient par roulement, les yeux fatigués par l'attention constante portée aux détails microscopiques des puces mémoire endommagées. Puis, fin août 2017, une avancée partielle a eu lieu. Ce n'était pas la récupération spectaculaire d'images ou de vidéos que tout le monde espérait. Les données visuelles restèrent irrémédiablement corrompues. Les secteurs mémoire où étaient stockés les supports étaient trop gravement dégradés. Les fichiers étaient trop endommagés pour être reconstitués. Les images des derniers instants de Piper restèrent perdues, emportées par le temps, mais l'équipe du laboratoire obtint un succès critique mineur, ils parvinrent à extraire des métadonnées fragmentées de la table d'allocation des fichiers des cartes, FAT. La FAT fait office de répertoire, un index stockant des informations sur les fichiers de la carte, notamment la date et l'heure de leur création, leur taille et, surtout, leur emplacement sur la puce mémoire. Si les fichiers eux-mêmes ont disparu, le répertoire est resté partiellement intact, un écho fantomatique des données d'autrefois. C'était comme retrouver l'index d'un livre brûlé, fournissant des indices sur son contenu, même si les pages elles-mêmes avaient disparu. Parmi les données corrompues, l'équipe a identifié un ensemble d'informations qui a immédiatement attiré leur attention. Il s'agissait de coordonnées GPS et d'un horodatage. Ces coordonnées correspondaient à une date postérieure à la disparition initiale de Piper en septembre 2015. Cela confirmait que la carte SD avait été utilisée après sa disparition, validant ainsi la théorie selon laquelle Piper avait documenté les événements ayant conduit à son sort. C'était la première preuve concrète de ses déplacements depuis qu'elle avait emprunté le sentier. Un fil d'Ariane numérique menant vers l'inconnu. L'emplacement, repéré par les coordonnées, se trouvait à plusieurs kilomètres du lieu où la tente et le matériel avaient été découverts. Il se trouvait dans une zone reculée et accidentée du parc, connue pour sa topographie complexe, un paysage caractérisé par des formations calcaires, des dolines et des grottes. C'était une zone rarement visitée par les randonneurs occasionnels, connue uniquement des amateurs de plein air expérimentés et des chercheurs spécialisés. Le terrain était notoirement difficile à parcourir, criblé de grottes non signalées et de formations rocheuses instables. La découverte des coordonnées a donné un nouveau sens d'urgence à l'enquête. Cela a fourni un emplacement précis, une cible pour une opération de recherche ciblée. Les implications étaient profondes. Si Piper s'était trouvé à ces coordonnées, les réponses au mystère s'y trouvaient peut-être. Les autorités ont immédiatement organisé une expédition sur place. Compte tenu du terrain accidenté et de la complexité potentielle du réseau de grottes, une équipe tactique spécialisée de recherche et de sauvetage a été constituée. Il ne s'agissait pas d'un sentier de randonnée classique. Il s'agissait d'une zone sauvage et isolée nécessitant une expertise technique et un équipement spécialisé. L'équipe était composée d'alpinistes expérimentés, de spécialistes du sauvetage en grotte et d'officiers tactiques préparés à l'éventualité de se retrouver dans des conditions dangereuses, voire sur une scène de crime. Ils étaient équipés de matériel d'escalade technique, d'éclairage spécialisé et de systèmes de communication portable. L'expédition a débuté début septembre 2017. L'équipe s'est lancée dans une opération de plusieurs jours. L'approche des coordonnées a été éprouvante. Ils ont traversé des forêts denses, des ruisseaux rapides et gravi des pentes rocheuses abruptes. Le terrain était périlleux, caractérisé par des éboulis instables et des formations rocheuses instables. Le risque de blessure était constant. Ils devaient recourir à des manœuvres techniques, utilisant des cordes pour franchir les pentes raides et les précipices. L'effort était extrême, l'air raréfié mettant leur endurance à rude épreuve. Le silence absolu de la nature sauvage était troublé seulement par le bruit de leurs propres mouvements et le sifflement du vent dans les canyons. À mesure qu'ils approchaient de la zone cible, le paysage devenait de plus en plus accidenté et désolé. Des falaises calcaires s'élevaient abruptement du sol forestier.
Le sol était criblé de fissures et de dépressions. La topographie accidentée créait un labyrinthe de roches fracturées et d'arbres rabougris. L'atmosphère était oppressante, le silence profond. Ils étaient à des kilomètres du sentier le plus proche, dans une zone apparemment vierge de toute présence humaine. Les coordonnées les conduisirent à une étroite fissure dans la paroi rocheuse, partiellement masquée par la végétation. On la manquait facilement, telle une ombre sombre dans le paysage accidenté. C'était l'entrée d'une grotte non signalée, cachée aux regards indiscrets. L'entrée était étroite, obligeant l'équipe à ramper dans un étroit passage. La roche les enserrait, l'obscurité absolue. Le passage s'ouvrait sur une salle plus vaste, l'air froid et humide. L'équipe pénétra prudemment dans le réseau de grottes, leur lampe frontale éclairant l'obscurité totale. Le silence n'était troublé que par le ruissellement de l'eau et le bruit de leurs propres mouvements. La grotte était complexe, avec de multiples passages partant de la salle principale. Le faisceau de leur lampe frontale éclairait les parois rocheuses rugueuses et le sol irrégulier, les ombres dansant à la périphérie. L'atmosphère était étouffante, le poids de la montagne les écrasant. Ils entreprirent une fouille systématique de la grotte, avançant lentement et méthodiquement. Ils cherchèrent le moindre signe de perturbation, la moindre indication d'un passage. Près de l'entrée de la salle principale, où la faible lumière extérieure perçait encore l'obscurité, ils firent une découverte. Partiellement enfouie sous une couche de poussière et de débris se trouvait une bouteille d'eau en aluminium. Il s'agissait d'un type particulier de bouteille, distinctif par sa forme et sa couleur. L'équipe l'a photographiée in situ avant de la récupérer comme preuve. La bouteille était cabossée et rayée, mais intacte. Elle a été ramenée au laboratoire médico-légal pour analyse. Des photos de la bouteille ont été montrées à Géric et à MRN Akrimpvida. Ils l'ont immédiatement identifiée. C'était une bouteille que Piper emportait avec elle lors de toutes ses randonnées, un cadeau de son père. L'impact émotionnel de la découverte fut profond. C'était la première preuve tangible de la présence de Piper dans la grotte. Ce fut un lien déchirant avec les derniers instants de leur fille. Cependant, les analyses médico-légales sur la bouteille donnèrent des résultats décevants. En raison de la dégradation de l'environnement au cours des 2 années, aucun ADN ni aucune empreinte digitale exploitable n'ont pu être récupérés. La bouteille avait été exposée à l'humidité de la grotte, effaçant toute trace de preuve permettant de relier Piper ou quiconque à l'objet. La bouteille était propre et n'offrait aucune réponse médico-légale. Les preuves étaient très circonstancielles. La bouteille d'eau, combinée aux métadonnées de la carte SD, suggérait fortement que Piper se trouvait dans la grotte, mais cela ne le prouvait pas définitivement et n'expliquait pas ce qui lui était arrivé. Le mystère s'épaississait, devenant plus complexe et terriblement flou. Comment son équipement avait-il pu se retrouver à des kilomètres de la grotte? Si elle avait été blessée ou handicapée dans la grotte, pourquoi était-elle partie? Et qu'est-ce qui l'avait poussée à cacher la carte SD dans sa chaussure? L'expédition dans la grotte avait fourni un nouveau lieu, un nouvel axe pour l'enquête, mais elle avait aussi suscité plus de questions que de réponses. Les enquêteurs se retrouvèrent les yeux rivés sur une carte, traçant la distance entre la grotte et le lieu de la découverte, tentant de comprendre les déplacements d'un policier disparu dans les derniers instants de sa vie. L'affaire resta irrésolue. La vérité se cachait quelque part dans la nature sauvage et accidentée des Rocheuses, dissimulée dans l'obscurité de la grotte anonyme. L'ambiguïté de la découverte de la grotte a placé l'enquête dans une situation précaire. Si les métadonnées et la bouteille d'eau suggéraient fortement la présence de Piper dans ce lieu isolé, l'absence de preuves médico-légales définitives ne permettait pas d'exclure d'autres possibilités. Le lien était circonstanciel, et dans une affaire impliquant un policier disparu, des preuves circonstancielles ne suffisaient pas à constituer un dossier solide. Frustrés par le manque de progrès et l'absence d'autres pistes, les enquêteurs ont décidé de revisiter les premières étapes de l'enquête, à la recherche d'un oubli ou d'une occasion manquée lors de la recherche de 2015. Ils avaient besoin de trouver un élément humain, un témoin, quelque chose qui pourrait donner un contexte aux preuves numériques fragmentées. Ils ont entrepris un réexamen minutieux de chaque emplacement proche des limites du parc, y compris ceux qui avaient été écartés lors de l'enquête initiale.
C'est au cours de cet examen exhaustif qu'ils ont finalement porté leur attention sur le High Alpine Lodge. Ce lodge, un établissement saisonnier isolé et légèrement à l'écart des sentiers principaux, avait été oublié lors de l'enquête initiale. On pensait que ce détour était improbable pour une randonneuse solitaire se consacrant à une randonnée exigeante. Mais 2 ans plus tard, avec les preuves suggérant que Piper avait considérablement dévié de son itinéraire prévu, le lodge est devenu un point d'intérêt crucial. C'était un pari risqué, une tentative désespérée de trouver un fil conducteur dans l'écheveau de l'enquête. En octobre 2017, 2 enquêteurs empruntèrent la route sinueuse de montagne menant au refuge alpin. Ce refuge était une structure rustique en bois perchée sur une crête surplombant une vaste vallée. L'air était vif, imprégné du parfum des pins de l'hiver qui approchait. L'atmosphère était calme, la saison touristique touchant à sa fin. Le lodge semblait isolé, un avant-poste solitaire au cœur d'une vaste étendue sauvage. Ils s'entretinrent avec Kila Braché, la propriétaire et serveuse du lodge. Kila, une femme d'une 50aine d'années, au visage buriné et au regard perçant, dirigeait le lodge depuis plus de 20 ans. Elle connaissait le rythme du parc et les habitudes des randonneurs qui le traversaient. Elle était observatrice, habituée au caractère transitoire de sa clientèle. Les enquêteurs lui expliquèrent le but de leur visite et lui montrèrent une photo de Piper Crumbweed, l'image vibrante et souriante d'elle lors d'une précédente randonnée. Les montagnes s'étendaient derrière elle. Ils posèrent les questions de routine, sans s'attendre à grand-chose vu le temps qui passait. Ils avaient mené des centaines d'entretiens similaires, la plupart n'ayant donné lieu qu'à de vagues souvenirs et des marques de sympathie. La réaction fut immédiate. Qui l'a reconnue? Elle fixa la photo un long moment, son expression passant de la reconnaissance à la certitude. Oui, elle se souvenait de cette femme. Elle avait visité le lodge en septembre 2015, au moment de la disparition. Le souvenir était vif, ravivé par la photographie. Les enquêteurs ressentirent une poussée d'adrénaline. C'était la première observation confirmée de Piper depuis son entrée dans le parc. C'était une avancée décisive, un moment qui pouvait changer le cours de l'enquête. Mais l'information suivante fournie par Key transforma complètement l'affaire. Piper n'était pas seul. Key se souvenait que la femme sur la photo déjeunait et discutait amicalement avec un homme. Ils étaient assis à une table près de la fenêtre, discutant avec animation. Les détails étaient nets, le souvenir précis. Elle se souvenait de leur interaction comme détendue et agréable. Ils semblaient apprécier leur compagnie. Cette révélation a frappé les enquêteurs comme un coup de tonnerre. Pendant 2 ans, l'enquête avait été menée sur la base de l'hypothèse que Piper avait voyagé seul. L'hypothèse d'une autre personne avait été envisagée, mais aucune preuve ne l'avait corroborée. Or, un témoin crédible a localisé Piper en compagnie d'un inconnu peu avant sa disparition. Les enquêteurs ont insisté auprès de Kila pour obtenir des détails sur l'homme. Elle l'a décrit comme charmant, en bonne forme physique et semblant être un amateur de plein air expérimenté, voire un guide local. Il se tenait avec assurance, à l'aise dans la nature. Il avait à peu près le même âge que Piper, peut-être un peu plus âgé. Il portait un équipement technique, suggérant qu'il était préparé pour le terrain accidenté. Point crucial, Key ne se souvenait d'aucun signe de détresse ni d'alerte. L'interaction entre Piper et l'homme semblait amicale, voire familière. Piper était célibataire et rencontrer quelqu'un lors d'une randonnée n'était pas inhabituel, mais dans le contexte de sa disparition, les implications étaient profondes. La transaction avait été réglée en espèces, ne laissant aucune trace de carte de crédit. Et le lodge, fidèle à son caractère rustique, n'était équipé d'aucune caméra de surveillance. Aucune preuve matérielle ne reliait l'homme au lodge, seulement la mémoire de Kila. Les implications étaient stupéfiantes. Si Piper avait rencontré quelqu'un lors de sa randonnée, pourquoi cet homme ne s'était-il jamais manifesté? Dans une affaire de disparition très médiatisée impliquant un policier, il était inconcevable que quelqu'un ayant partagé un repas avec la victime peu avant sa disparition garde le silence. Son silence laissait présager quelque chose de bien plus sinistre. Cela suggérait une complicité. Les enquêteurs se sont immédiatement mobilisés.
C'était la première piste concrète dans l'affaire. Un suspect potentiel. Ils ont commencé à préparer un portrait robot à partir de la description de Killa, avec l'intention de le rendre public et de générer des pistes. L'atmosphère au centre de commandement était électrique, un regain d'espoir s'emparant de l'enquête. Ils ont comparé la description avec celle de guides locaux connus, d'employés du parquet, de toute personne ayant déjà travaillé dans la région. L'enquête était lancée, la dynamique s'intensifiant. Cependant, le lendemain matin, avant que le portrait robot ne soit terminé, l'enquêteur principal a reçu un appel téléphonique. C'était Guy Brachet. Sa voix était hésitante, s'excusant. Elle expliqua qu'après le départ des enquêteurs, elle avait passé la soirée à consulter les photos de Piper Crumboyd en ligne, les comparant à ses souvenirs de la femme dans la loge, et qu'elle était désormais convaincue de s'être trompée. La femme qu'elle avait vue n'était pas Piper. Killa évoqua de subtiles différences d'apparence, la forme du visage, la couleur des cheveux. Elle expliqua que le passage du temps avait brouillé sa mémoire et que sa reconnaissance initiale avait été erronée. Elle expliqua qu'elle voyait des centaines de randonneurs chaque saison, dont beaucoup ressemblaient à Piper, des femmes blondes, athlétiques et aventureuses. Elle s'excusa abondamment pour la confusion, soulignant qu'elle souhaitait être absolument certaine avant de fournir des informations dans un cas aussi grave. Sa rétractation fut sans équivoque. Qui était catégorique, elle s'était trompée. Les enquêteurs étaient stupéfaits. La piste, qui semblait si solide, si prometteuse, s'était évaporée en un instant. Ils pressèrent Killa, s'interrogeant sur son soudain changement d'avis. Avait-elle été contactée? Avait-elle été menacée? Ils cherchèrent un signe de coercition ou d'intimidation, mais Killa affirma que sa rétractation était sincère. Elle comprit simplement qu'elle s'était trompée. Son attitude était sincère, ses regrets palpables. Face à la rétractation catégorique du témoin et à l'absence totale de preuves corroborantes reliant Piper à la loge, les enquêteurs ont été contraints de prendre une décision difficile. Ils ont revu la piste à la baisse, présumant que la mémoire de Killa était véritablement défaillante. Les témoignages oculaires sont notoirement peu fiables, surtout après un laps de temps considérable. La possibilité d'un inconnu subsistait, mais sans témoignage crédible, il était impossible de poursuivre. L'enquête piétinait à nouveau, la frustration grandissant. La découverte qui semblait si proche leur avait échappé. L'affaire était de nouveau en sommeil. Le mystère de la disparition de Piper Crumboyd semblait voué à rester entier. Les montagnes gardaient le silence, la vérité dissimulée sous un voile de souvenirs changeants et d'occasions manquées. La piste s'était à nouveau évaporée, ne laissant aux enquêteurs que le silence de la nature sauvage et les questions sans réponse. Au printemps 2018, l'enquête sur la disparition de Piper Crumboyd était complètement abandonnée. La découverte du matériel, de la carte SD cachée, des métadonnées pointant vers la grotte, tout cela avait mené à des impasses. L'observation rétractée au High Alpine Lodge avait été un revers particulièrement cuisant, laissant les enquêteurs sans piste concrète ni direction claire. L'affaire fut classée, rejoignant ainsi les rangs des mystères non résolus qui hantent les régions sauvages de l'Ouest américain. L'enquête semblait vouée à rester sans réponse. Une tragédie de plus engloutie par l'immensité des Rocheuses. C'est lors d'une enquête de routine sur une affaire classée qu'une lueur d'espoir émergea, non pas d'une avancée majeure dans le domaine, mais des profondeurs des archives bureaucratiques. Un enquêteur, novice dans l'affaire et chargé d'examiner les dossiers exhaustifs, a décidé d'adopter une approche différente et non conventionnelle. Au lieu de se concentrer sur les aspects sauvages de l'affaire, il a entrepris une analyse approfondie du parcours professionnel de Piper, à la recherche de tout lien, aussi ténu soit-il, qui aurait pu être négligé. Il cherchait un lien entre sa vie de policière et l'environnement dans lequel elle avait disparu. L'enquêteur a fouillé en profondeur les dossiers de formation de Piper à l'académie de police. Ce fut un processus fastidieux, passant au crible des années de paperasse, de programmes de cours et de dossiers personnels. C'est lors de cet examen minutieux qu'ils ont découvert un cours spécialisé que Piper avait suivi plusieurs années auparavant. Opération tactique en milieu sauvage.
Le cours conçu pour former les officiers aux compétences spécialisées nécessaires pour opérer dans des environnements sauvages éloignés, au pistage, à la survie et au sauvetage en hauteur, a été dispensé par des experts civils sous contrat, des alpinistes expérimentés, des survivalistes et des guides recrutés pour leurs connaissances spécialisées. L'enquêteur a réalisé qu'il s'agissait d'un lien potentiel entre la vie professionnelle de Piper et la nature sauvage où elle avait disparu. Il s'agissait d'un groupe de personnes possédant les compétences et les connaissances nécessaires pour se déplacer dans les zones reculées du parc. Des personnes ayant interagi avec les forces de l'ordre, dont Piper. Ils ont lancé un processus souvent négligé dans les enquêtes sur les personnes disparues, ils ont recoupé la liste des prestataires historiques de la formation avec celle des guides locaux connus opérant dans la région du parc national des Rocheuses. C'était un pari risqué, une aiguille dans une botte de foin, une tentative désespérée de trouver un lien en l'absence de toute autre piste viable. Le processus a nécessité des semaines de saisie et d'analyse minutieuse des données. Il impliquait des demandes de documents archivés, le recoupement de plusieurs bases de données et la comparaison manuelle de listes de noms. Les bases de données étaient vastes, les chevauchements minimes. La plupart des entrepreneurs étaient basés dans d'autres États ou n'étaient plus actifs sur le terrain. Mais une correspondance est finalement apparue. Von Gogh, guide touristique local réputé, exerçait dans le parc national des Rocheuses. Il avait déjà été consultant auprès des forces de l'ordre quelques années auparavant, apportant son expertise en matière d'orientation et de survie en milieu sauvage. Bien qu'il n'ait pas formé directement Piper, son nom figurait dans la base de données des prestataires associés aux cours d'opérations tactiques en milieu sauvage. Il faisait partie de la communauté d'experts auprès de laquelle Piper avait été formé. Le lien était ténu, mais c'était la première piste depuis des mois. L'enquêteur a comparé la description physique de Gogh à celle que Guy Brachet avait initialement fournie avant sa rétractation. Il s'agissait d'un homme d'un certain âge, en bonne santé, expérimenté et charismatique. L'enquêteur a lancé une enquête approfondie sur les antécédents de Vaughan Gogh. Les résultats ont été alarmants. Gogh avait un lourd passé criminel dissimulé sous un vernis de respectabilité. 15 ans plus tôt, il avait été condamné pour vol aggravé, un crime violent pour lequel il avait purgé 10 ans de prison. Cette condamnation avait été dissimulée au public, mais accessible aux forces de l'ordre. La révélation fut stupéfiante. Un criminel condamné exerçait les fonctions de guide touristique dans le parc national des Rocheuses, potentiellement lié à un policier disparu. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. L'expertise de Gogh en milieu sauvage, sa connaissance de la zone reculée des grottes, que les enquêteurs découvrirent comme guide, emmenant souvent ses clients vers des trésors cachés hors des sentiers balisés, et l'observation rétractée au lodge. Tout laissait présager une possibilité effrayante. Les preuves circonstancielles s'accumulaient. L'enquête fut immédiatement mobilisée, mais il savait qu'il fallait procéder avec une extrême prudence. Gogh était un homme de plein air expérimenté, un expert en survivalisme, capable de disparaître dans la nature s'il soupçonnait d'être sous enquête. L'approcher à son domicile ou à son entreprise était jugé trop risqué. Il risquait de disparaître dans les montagnes, déclenchant une chasse à l'homme qui pouvait durer des mois, voire des années. Il leur fallait l'appréhender sur le terrain, dans son élément, où il pourrait contrôler l'environnement et l'empêcher de fuir. Il leur fallait mener une opération tactique qui le surprendrait complètement. Les enquêteurs commencèrent à suivre les déplacements de Vaughan. Ils apprirent qu'il dirigeait actuellement un groupe privé de plusieurs jours en pleine nature. Cela représentait une opportunité unique, mais aussi un défi de taille. Il devait extraire de l'or sans alerter ses clients ni mettre en danger le public. L'opération exigeait un équilibre délicat entre précision tactique et discrétion. Un plan fut élaboré. Une équipe tactique spécialisée, formée aux opérations en milieu sauvage, intercepterait le groupe dans une zone reculée du parc. Ils opéraient sous couverture, se faisant passer pour des gardes forestiers effectuant un contrôle de sécurité de routine. L'opération a été lancée début juin 2018. L'équipe tactique, équipée d'équipements spécialisés et de matériel de communication, s'est rendue en hélicoptère dans la nature sauvage. Ils ont suivi le groupe de Gogh pendant 2 jours, le surveillant à distance,
se déplaçant parallèlement à lui à travers la forêt dense, attendant le moment propice pour frapper. La tension était palpable. L'équipe savait qu'elle avait affaire à un adversaire aguerri. Son propre territoire. Ils se déplaçaient silencieusement, communiquant par signe de la main, leurs mouvements précis et coordonnés. L'interception eut lieu près d'un col dangereux, une crête étroite bordée de pentes abruptes. Le terrain était difficile, l'altitude élevée, l'exposition extrême. C'était un endroit où toute fuite serait impossible, un goulot d'étranglement naturel où le groupe serait contraint de ralentir et de se concentrer sur le terrain. 2 agents infiltrés, déguisés en gardes forestiers, se sont approchés du groupe. Calmes et professionnels, ils dissimulaient l'adrénaline qui les envahissait. Ils ont salué Dieu et ses clients, expliquant qu'ils effectuaient une vérification urgente du règlement du parc, invoquant des inquiétudes concernant la récente présence d'ours dans la zone et la nécessité de vérifier les permis de tous les guides opérant dans la zone. Go, apparemment indifférent, obtempéra. Il exhiba son permis, confiant dans sa couverture. Il engagea la conversation avec les agents, d'un air détendu et charmant. Les agents entamèrent la conversation, le séparant lentement du groupe, l'isolant au bord du sentier, loin des clients. Ils l'ont déplacé hors de portée de voix sous prétexte de nécessité administrative. Dès que Dieu fut isolé, l'attitude des policiers changea instantanément. L'air amical de façade disparut, remplacé par le professionnalisme froid d'une arrestation tactique. Ils informèrent Go qu'il était en état d'arrestation pour la disparition de Piper Crumboyd. Ils s'empressèrent de le menotter. Go était abasourdi, son visage pâlissant sous son bronzage. La prise de conscience de sa situation le frappa avec la force du vent de montagne. Il comprit trop tard qu'il avait été déjoué. L'arrestation fut exécutée rapidement et avec professionnalisme. L'extraction fut impeccable. Les clients ignorèrent la véritable nature de l'opération jusqu'à ce que Dieu les éloigne. Escorté par l'équipe tactique, il fut héliporté hors du parc et conduit directement dans une salle d'interrogatoire à Denver. Go fut transporté dans un centre sécurisé de Denver et amené pour interrogatoire. La salle d'interrogatoire était exiguë et l'atmosphère stérile. Les enquêteurs présentèrent les preuves retenues contre lui, le lien avec la base de données de formation de la police, son expertise dans la zone isolée de la grotte, l'implication des métadonnées de la carte SD et son passé criminel caché. Ils évoquèrent également l'identification initiale par Kyle Brachet, laissant entendre qu'un témoin oculaire le plaçait aux côtés de Piper au lodge. Go nia d'abord toute implication, gardant son sang-froid, s'appuyant sur son charisme et sa réputation de guide respecté. Mais le poids des preuves circonstancielles était accablant. Les enquêteurs l'ont pressé de répondre, soulignant les incohérences de son récit, les trous dans sa chronologie. Ils ont dressé le portrait d'un homme prisonnier de son passé, confronté aux conséquences de ses actes. Face aux preuves qui s'accumulaient et réalisant que l'enquête avait révélé son passé caché, la façade de Dieu a commencé à se fissurer. Il a compris la gravité de la situation. Un policier disparu, un passé criminel occulté. Les conséquences étaient catastrophiques. Conscient que la coopération pourrait être sa meilleure stratégie pour une réduction de peine potentielle, Vaughn prit une décision, il décida d'avouer. Le silence absolu régna dans la pièce tandis qu'il commençait à raconter les événements de septembre 2015, révélant enfin le sort de Piper Crumboyd. Les aveux de Van Gogh détaillaient le récit d'une rencontre fortuite, d'une intimité rapide et d'une violence soudaine et non préméditée. Il confirma avoir bel et bien rencontré Piper Crumboyd au High Alpine Lodge en septembre 2015, confirmant ainsi l'identification initiale de Kyle Brachet. Go décrivit une connexion immédiate entre eux. Il fut captivé par son intelligence et son esprit d'aventure. Elle fut attirée par son assurance et son expertise en tant que guide de nature sauvage. L'alchimie était indéniable. Ils décidèrent de partir en randonnée ensemble, abandonnant leurs projets respectifs en solo. Leur interaction devint rapidement intime. Ce soir-là, ils installèrent leur campement ensemble. Go avoua avoir eu des relations sexuelles consenties, une connexion nourrie par l'intensité du moment et l'isolement de la nature sauvage. Le lendemain matin, ils ont plié bagages,
emportant leur matériel, avec l'intention de poursuivre leur randonnée ensemble. Go lui a proposé de lui montrer l'un de ces endroits magiques, une grotte cachée, un secret connu seulement des locaux expérimentés. Ils ont atteint la grotte, l'emplacement correspondant aux métadonnées trouvées sur la carte SD. Dans cet espace isolé, leur conversation devint plus personnelle. Go, ressentant un sentiment de confiance et de complicité, prit une décision cruciale. Il lui révéla son passé, notamment sa condamnation à 10 ans de prison pour vol aggravé. Il prétendit vouloir être honnête avec elle, croyant peut-être que leur lien était suffisamment fort pour résister à la révélation. Cette révélation brisa leur relation naissante. La réaction de Piper fut immédiate et viscérale. Son instinct de policière prit le dessus. Se rendre compte qu'elle était seule dans une grotte isolée avec un criminel condamné déclencha immédiatement un sentiment d'inquiétude. Elle se sentit mal à l'aise. La confiance s'évapora. Elle exigea de partir. Une dispute s'ensuivit. L'affrontement dégénéra rapidement. Go prétendit que Piper, pris d'agitation, l'avait giflé. Une réaction alimentée par la colère et la trahison. Il réagit instinctivement et la poussa violemment. L'espace confiné de la grotte amplifia la violence de l'acte. Piper tomba en arrière et se cogna violemment la tête contre un rocher pointu. Elle perdit connaissance instantanément. Go paniqua. Il vérifia son pouls, le trouvant faible et irrégulier. Croyant avoir tué un policier, la prise de conscience des conséquences le paralysa. Craignant une condamnation à perpétuité, il prit une décision en une fraction de seconde. Il s'enfuit de la grotte, abandonnant Piper et son matériel, cherchant désespérément à échapper à la scène du crime. Sur la base des aveux de Go et des preuves recueillies, les enquêteurs élaborèrent une théorie finale sur les derniers instants de Piper Crumboyd. Ils pensaient que Piper avait repris connaissance après la fuite de Go, probablement grièvement blessé par un traumatisme crânien et désorienté. Consciente de la gravité de sa situation, sa formation policière a pris le dessus. Elle a tenté de documenter sa situation, expliquant les métadonnées de la carte SD, bien que la caméra n'ait jamais été retrouvée, probablement perdue ou jetée lors des événements ultérieurs, avant de cacher la carte dans sa chaussure comme preuve. Ils ont émis l'hypothèse que Piper, poussé par une volonté désespérée de survivre, avait réussi à récupérer sa tente et son matériel essentiel dans la grotte et avait tenté de quitter la zone reculée à pied. Ses blessures étaient trop graves. Elle avait parcouru plusieurs kilomètres avant de s'effondrer, son matériel s'éparpillant là où Helen Wilder l'avait finalement retrouvé. Elle a succombé à ses blessures ou aux éléments, seule dans la nature. Une dernière opération de recherche intensive a été lancée sur le terrain accidenté entre la grotte et le lieu de la découverte de l'équipement, en s'appuyant sur les informations de la Confession de Dieu. Les recherches ont été ardues, le terrain périlleux. Au cours de cet effort exhaustif, des chiens spécialisés dans la recherche de cadavres ont localisé les restes squelettiques de Piper Crumboyd, profondément sous un surplomb rocheux, à l'abri des regards. La découverte des restes a corroboré le récit de Dieu. L'analyse médico-légale a confirmé l'identité des restes et la présence d'une grave blessure à la tête compatible avec la chute décrite par God. Go a ensuite plaidé coupable d'homicide involontaire et a été condamné à 20 ans de prison. Pour Jerick et Macrinbid, la découverte des restes de leur fille a marqué un tournant dévastateur, mettant fin à des années d'angoisse et leur permettant de pleurer enfin la perte tragique d'un officier dévoué et d'une fille bien-aimée.